Jean-Michel. On est handicapé, les Avant 1789, il y avait beaucoup dans le peuple. On voit, moi je reprends encore Victor Hugo, quand elle charge du boulot, elle ne peut pas trouver avec ses deux enfants, donc elle les abandonne chez les Thénardier. Et donc il y avait beaucoup de filles qui étaient dans le peuple surtout, qui tombaient enceintes et qui venaient finir parce qu'elles n'avaient pas le moyen de contraception. Vous pouvez avoir les bourgeoises, parce que je vous apprends rien. Et bien souvent, pour trouver du boulot, elles étaient obligées de les tuer. Et il y a eu beaucoup de meurtres d'enfants et elles étaient punies, donc elles étaient menacées de la peine de mort. Et après la Révolution, on leur a dit voilà, plutôt que de tuer vos enfants, venez les amener dans les couvents, venez les amener dans les églises. Et ils ont construit un truc qui s'appelait un guichet. C'était une porte qui s'ouvrait, on mettait l'enfant à l'intérieur, on fermait, ça tournait, il y avait quelqu'un qui récupérait. Et donc ils se sont trouvés à la tête de centaines de milliers de gamins orphelins. Alors les garçons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont mis dans des écoles militaires. Quand il y avait un conflit, on les envoyait en première ligne pour se faire massacrer, on appelait ça la chair à canon. Il n'y avait personne qui allait dire « Ah, vous avez tué mon enfant parce qu'ils étaient orphelins ». Et toutes les filles, on les a mis dans les mines, dans les choses comme ça, dans les usines. Et voilà pourquoi il y avait autant d'orphelines et d'orphelins qui étaient à cette époque-là. Voilà, ça c'est le petite parenthèse. Alors vous avez enfin vous avez le village de Clioustla, qui est un village de potier, donc vous avez mangé. Oui. Alors le nom Clioustla, ça vient d'un mot latin, clivus, qui signifie la pente, et une contraction de deux mots provençaux, rascla, qui signifiait raser, brûler. C'était un village fortifié autour de son prieuré, mais le prieuré a été détruit aussi pendant les guerres de religion. Donc maintenant c'est un village de potiers et ils ont réussi il y a quelques années à faire classer la poterie de Clioustla à l'inventaire complémentaire du patrimoine. Et donc s'il se passe un jour une autre activité, ça va rester quand même un village à tempérament potier, ça je trouve que c'est bien. Alors ici, toutes ces grandes bâtisses que vous voyez, c'était des filatures, des moulinages ou des magnaneries. Faut attendre 1936 qu'un gars du coin qui s'appelle Charles Caillé, on va le retrouver tout à l'heure quand je vais vous parler de la résistance, il va dans la vallée d'Eyrieux, en face en Ardèche, et il voit un champ avec des arbres. Et sur ces arbres, il y a des fruits. Ben, il ne sait pas ce que c'est, alors il demande aux hommes, mais qu'est-ce qu'il y a sur vos arbres? Il dit, ce sont des fruits, ce sont des pêches. Vous voulez en goûter une? Il en goûte une, il trouve ça très bon. Et il dit, mais... Il dit, vous faites quoi de toutes ces pêches? L'autre lui dit, je les vends. Et ça se vend bien. Et ben, il lui dit, quand mon ouvrier m'a ramassé 2 plateaux, je peux lui payer sa journée. Ici, il ne gagnait pas un sou parce qu'ils ne vendaient pas leurs produits. Alors il dit, je vais peut-être essayer, il y a peut-être 3 francs, 6 sous à gagner. Donc il amène des pêchers ici, il les plante mais ça ne marche pas. Le sol est trop calcaire, il y a trop de pierres. Il essaye une seconde année, puis une troisième, il est assez tenace et têtu. Alors comme il s'appelait Charles, les autres commencent à se foutre de lui, donc il l'appelle le Charlot. Là il dit, mais Charlot, arrête avec tes pêches, fais comme nous, fais des pommes de terre, les rutabagas, il faut comme ça. Il dit, non, un jour j'arriverai. Et puis un jour, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des sangliers, et les sangliers mangeaient les glands des bois de chêne. Et ils mangeaient aussi les fruits du prunier sauvage. Alors dans le coin, on appelait ça le prunier à cochon, parce que c'était les sangliers qui les mangeaient. Et des pruniers à cochon, il y en avait partout. Il se dit, je vais essayer de faire une greffe entre mon pêcher et mon prunier, on va voir ce que ça donne. Alors les autres, ça y est, le Charlot, il est encore reparti avec son prunier, ses pêchers maintenant. La première année, aucune greffe ne marche. La deuxième année, par contre, toutes les greffes qu'il a faites, ça marche. Il faut attendre 2 ou 3 ans pour qu'il ait une première récolte, puis après, il récolte de plus en plus loin. Alors ceux qui se foutaient un peu de lui, ils disent, mais t'as vu le Charlot, il a acheté un nouveau chapeau, il a une nouvelle chaussure, les bœufs, ils ont l'air bien gras, il a repeint la charrette, il fréquente une fille du petit village d'à côté, qui est bien jolie, d'ailleurs il lui a offert une petite bague avec un petit brillant dessus, et ils se disent, il doit gagner de l'argent, donc on va faire pareil. Ils décident d'amener des pêchers, et puis ils font la même chose. Dans la vallée du Rhône, il y avait pas mal de gens qui avaient eu la même idée. Fin des années 50, toute la vallée du Rhône va se remplir de pêcheurs. Un peu plus tard, ils feront venir des nectarines de Californie et un peu plus tard des kiwis de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Pareil, c'est encore un cycle de 60 ans. Pendant 60 ans, ils vont faire beaucoup d'argent, mais là, avec beaucoup de boulot. C'est eux qui le savent, c'est pas un coup de baguette magique, il faut y aller dans les champs.
Le problème maintenant, qui n'est pas uniquement les fruits de Mirmande ni la filière alimentaire, je crois que c'est un peu toutes les industries, toutes les filières qui sont un peu qui partent un peu en quenouille, si on peut dire. D'abord, vous avez une mauvaise harmonisation européenne, vous avez une surproduction. Pour revenir aux fruits de Mirmande, les fruits de Mirmande sont de moins bonne qualité qu'avant. Vous avez aussi les coopératives qui eux, font ramasser les truites dures comme du caillou, donc ça ne mûrit jamais. Donc vous ne pouvez pas manger une pêche qui soit bonne, alors que les meilleures, c'est celles qui sont mûres. Vous avez aussi beaucoup trop d'intermédiaires, et aussi sont maintenant les grandes surfaces qui font un petit peu la loi. Alors ils sont tous menacés de fermeture. Et à partir, il est très courant depuis 10-12 ans, à partir du 12 ou 13 juillet, ils ferment les... C'est-à-dire ils ramassent plus les fruits, ça ne fait plus des ouvriers. Et les fruits restent pourrir sur les arbres. Ils ont essayé de faire de la vente à la ferme il y a une douzaine d'années. Sur les deux villages, il y avait 2 fermes qui vendaient des produits, maintenant il y en a 12 ou 13. Donc le client n'est pas non plus multipliable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je pense que l'idée, ça serait de faire beaucoup moins de production et de faire de la qualité. Avec une appellation, quelque chose comme ça, un cahier des charges. Mais l'ancienne municipalité avait commencé à vouloir faire un petit tripatouillage des plans d'occupation des sols, pouvoir vendre quelques parcelles où ils étaient propriétaires en terrain constructible. Et la nouvelle municipalité a décidé de mettre le haut là. Alors, à un moment donné, il y en a qui a eu une idée génie, elle a dit tiens, moi je vais mettre de la lavande. L'autre qui dit bah, c'est bien, moi je vais mettre de la lavande aussi. On a dit bah oui, on va mettre de la lavande. Le problème est le même si tout le monde fait de la lavande. Alors je ne sais pas ce que ça va devenir, mais ça, à un moment donné ça changera. Il faudra bien que ce soit quelque chose d'autre. Peut-être, je ne sais pas, un lac artificiel avec les gens qui arrivent du nord sur la planche à voile et qu'on appelle ça Mirmande Saint-Tropez sur Rhône. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur Kivu et puis sur les